Bonjour et bienvenue dans la première saison des Lois naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlais, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois naturelles. Vous écoutez l'épisode numéro 6. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Camille. Camille est naturopathe formée tout comme moi au Sénato. Si j'ai souhaité son témoignage dans Les Lois naturelles, ce n'est pas pour évoquer sa pratique, ce sera l'occasion peut-être j'espère d'un autre épisode, mais plutôt son histoire personnelle. À la fin de l'année 2020, une spondylarthrite ankylosante lui a été diagnostiquée. La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire articulaire chronique caractérisée par une atteinte de la colonne vertébrale et des articulations sacro-iliaques du bassin. Il s'agit d'une forme d'arthrite inflammatoire qui affecte la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques, lesquelles relient le bassin à la colonne vertébrale. Spondylarthrite signifie inflammation de la colonne et ankylosante fusion. En plus d'être une forme d'arthrite inflammatoire, la spondylarthrite est une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire attaque les tissus sains. L'inflammation causée par la maladie fait en sorte que le système immunitaire agresse les ligaments et les tendons fixés aux vertèbres de la colonne. En France, environ 180 000 personnes souffrent d'une spondylarthrite, soit environ 0,3% de la population française. Les patients atteints présentent souvent en commun un terrain génétique particulier. La maladie se déclare généralement entre 20 et 30 ans, même si ce n'est pas toujours le cas. Face à cette épreuve qui s'impose à elle, Camille cherche des solutions. Perpétuellement fatiguée, très souvent déprimée, Camille a la sensation de vivre dans le corps d'une vieille dame. Grâce à la naturopathie holistique, Camille a su libérer sa force intérieure pour rétablir son équilibre. Bonjour Camille. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, je voudrais que tu nous parles des premiers symptômes que tu as ressentis avant même que la maladie ait été déclarée. Alors, c'est un petit peu difficile pour moi de savoir exactement quand les symptômes ont commencé, parce que ça s'est fait vraiment de manière très progressive. Par contre, je me souviens que effectivement, en 2015, j'ai eu 2 crises, en tout cas des douleurs qui s'apparentaient à des crises, et c'est à ce moment-là que ça a commencé. Quand tu dis crise, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 crises sont apparues dans des moments de grand stress à chaque fois. La première, ça s'est fait à un moment donné où je travaillais dans la restauration. Donc on était extrêmement surmenés, on était même sous Béroca tellement il fallait travailler. Et un jour, j'ai eu une grosse douleur au niveau du thorax. Et donc, à ce moment-là, je suis allée aux urgences. Et ensuite, je suis ressortie et ils m'ont dit que c'était pas grand-chose. Et ça s'est reproduit quelques mois après, quand j'ai été appelée dans une école en rattrapage. Donc, je suis arrivée dans une nouvelle ville pour commencer des études. Et du coup, je suis arrivée en retard par rapport aux autres. Donc, les cours avaient déjà commencé. Je n'avais pas de logement. Et à ce moment-là, j'ai eu une crise au niveau du thorax. Avec des douleurs thoraciques, toujours liées à un gros stress ponctuel. Ouais, exactement. Et à chaque fois, je vais aux urgences et je ressors sans diagnostic, sans rien en fait. On te dit que c'est lié au stress. On me dit rien à ce moment-là. Que tout va bien, Ouais. que tu peux repartir. Voilà, après des examens, on me dit il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a rien de spécifique, donc vous pouvez repartir et voilà. Et d'après, qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, à partir de 2015, j'ai commencé à aller de plus en plus souvent chez le médecin parce que j'avais particulièrement des troubles digestifs, mais sans cause réelle. Donc, à chaque fois, j'allais chez le médecin. Et puis là, c'était vraiment le mythe de la jeune femme hyper stressée. On me disait toujours « non mais c'est rien, c'est le stress ». Et donc, je repartais toujours avec des médicaments que je prenais ou pas, mais sans avoir, encore une fois, de diagnostic clair.
Ensuite, progressivement, j'ai commencé à avoir des douleurs un peu foudroyantes au niveau des hanches, notamment quand j'étais encore étudiante et que je partais en cours en vélo. Là, j'ai commencé vraiment à avoir des grosses douleurs et ça s'est étalé comme ça sur plusieurs mois et plusieurs années. Et donc là, à ce moment-là, tu vas à nouveau consulter les médecins ? Ouais, pendant 5 ans, je consulte des médecins différents. Je consulte des médecins traitants, des ostéos pour essayer de comprendre, mais rien de concret en tout cas. Qu'est-ce qu'on te dit ? On me dit pas grand-chose en fait. On me dit qu'il y a rien, que c'est dans la tête. Et toi, comment tu le vis à ce moment-là ? Difficilement, très difficilement, parce que je suis dans le flou, donc voilà, j'essaye de comprendre. Et puis je commence aussi un peu à croire tout ce qu'on me dit, quoi. Je commence à me dire, ouais, c'est peut-être dans ma tête. Peut-être que effectivement, il faudrait que je me calme. Mais à ce moment-là, j'ai pas de solution concrète, donc ça continue. Et ça continue jusqu'au moment où j'ai été appelée pour un poste à Paris. Alors Paris, c'est pas ma ville de cœur. J'ai toujours dit à ma mère, je n'irai jamais vivre à Paris. Et au final, je suis quand même venue pour travailler. J'avais besoin de travailler. Et vu que c'est une ville qui est quand même assez stressante quand on connaît pas, à ce moment-là, j'ai vraiment senti des grosses douleurs au niveau du bassin. Et jusqu'au jour où je suis restée totalement bloquée dans mon lit un matin, alors que je devais partir travailler. Impossible de faire le moindre geste, impossible de me lever et voilà. C'est les fameuses douleurs dont tu parlais tout à l'heure, donc là t'étais bloquée vraiment au point de plus pouvoir te lever. Ouais, là c'était vraiment une période où les choses s'étaient vraiment fortement empirées, dans le sens où quand je me réveillais le matin, j'avais très très mal. Je devais prendre à chaque fois une 15aine de minutes pour réchauffer un peu mon corps et sentir que j'étais assez dérouillée pour pouvoir commencer ma journée. Et donc je me réveillais vraiment avec des grosses douleurs. Je boitais pour aller jusqu'au métro. Et encore une fois, sans savoir réellement ce qui se passait. Et ensuite en est venue cette fameuse matinée où j'étais vraiment incapable de me lever, quoi. À ce moment-là, c'est là maintenant qu'on t'a fait des examens complémentaires. C'est à ce moment-là, effectivement, j'étais avec mon conjoint et il m'a dit, écoute, là, ça suffit, on appelle SOS médecin. Et ce médecin-là m'a prescrit mon premier IRM. Et donc, je suis allée faire des radios. Et à ce moment-là, ils ont découvert des petites taches un peu inquiétantes. Ils m'ont conseillé de prendre rendez-vous avec un rhumatologue, ce que j'ai fait. Tu prends rendez-vous avec ce rhumatologue, il analyse ton IRM, et est-ce que là, il a pu poser un diagnostic ou il a fallu faire des examens complémentaires ? Alors, je suis allée voir la rhumatologue, qui a regardé mes radios, qui m'a demandé donc de faire la fameuse prise de sang parce qu'elle avait des doutes au sujet de la spondylarthrite, mais sans me le dire à ce moment-là. Et donc j'ai fait cette prise de sang pour voir si j'avais l'antigène HLA-B27. Et effectivement, j'avais bien ce marqueur dans ma prise de sang. Donc je suis revenue avec, et de là, elle m'a dit vu que je réagissais très bien aussi aux anti-inflammatoires, il faut toujours 3 critères. Ouais, 3 éléments il y a une certaine liste en fait et tu dois cocher certains critères pour avoir le diagnostic en fait de la spondylarthrite. Et donc moi j'avais des marqueurs sur ma radio. J'avais le HLA-B27 et en plus je réagissais aux anti-inflammatoires. Donc c'est comme ça en fait qu'elle m'a diagnostiqué cette maladie. À ce moment-là, quelque part, entre guillemets, enfin, un nom de maladie est posé sur ce qui t'arrive depuis des années, et tu t'aperçois vraiment que c'est pas dans ta tête. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi ? Qu'est-ce que tu ressens ? Déjà, le rendez-vous, il a duré 5 minutes, donc juste le temps qu'elle me dise vous avez la spondylarthrite ankylosante, est-ce que vous savez ce que c'est ? Non, oui. Moi je savais pas, donc de là elle me donne un dépliant
en me disant tout est noté là-dedans, vous lisez, je vous fais une ordonnance avec des anti-inflammatoires que vous allez devoir prendre plusieurs fois par jour toute votre vie. Donc donc voilà, je suis ressortie du rendez-vous, j'étais abasourdie. Ouais, j'étais choquée, j'étais bouleversée, j'étais mal et en même temps soulagée quoi d'avoir de pouvoir mettre un mot justement sur les douleurs. Ouais, finalement, c'est un nouveau parcours qui commençait quoi. Ouais. Mais dur le choc de l'annonce quoi. Un peu choquant mais ça m'a permis aussi de rebondir en sachant ce que j'avais. C'est là que vraiment tout a commencé pour moi quoi. Cette transformation dont j'avais besoin finalement, que mon corps me réclamait avec des alertes, des signaux forts, des douleurs très fortes. Quand on mettait toutes ces douleurs sur le compte du stress, toi, ça te parlait quand même ou pas? Un petit peu, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière, quoi. Je sais que je suis de nature nerveuse et stressée, mais de là à avoir des symptômes aussi forts... Ouais, c'est pas possible, quoi. Ouais, moi, c'était pas possible. Est-ce que toi, déjà, t'étais au contact de la santé naturelle? Pas du tout. Non, je connaissais pas du tout. Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la naturo? Donc, suite au diagnostic, j'ai quand même fait un essai d'1 mois avec les anti-inflammatoires et ça m'a pas du tout convenu. Je sentais que j'étais en train de prendre une voie qui convenait pas à mon corps, quoi. J'avais l'impression, alors oui, certes, sur le moment, je sentais vraiment que les douleurs disparaissaient, mais 1 heure après, ça revenait avec des symptômes supplémentaires, notamment au niveau digestif. Donc je sentais que j'étais en train d'étouffer quelque chose qui voulait s'exprimer et ça me plaisait pas du tout. Donc voilà, après j'en ai parlé un petit peu autour de moi et c'est une amie qui m'a dit naturopathie. Je lui ai dit mais naturopathe quoi? En fait, je connaissais pas ce mot, mais pas du tout. Et elle m'a dit mais si, moi je connais des gens qui ont fait appel à des naturopathes avec voilà certains types de pathologies, donc ça peut t'aider. Donc au début c'était plus aller voir un naturopathe, mais pour atténuer les symptômes. J'avais pas encore, tu vois, cette approche plus holistique et plus profonde et de terrain. Moi, mon but, c'était vraiment d'enlever mes douleurs, donc voilà. Et donc, le premier rendez-vous avec un naturopathe s'est fait en décembre 2020. Donc, c'était 2 mois après mon diagnostic. Donc, tu vois, je suis quand même allée assez vite dans ma réflexion. Oui, finalement, une fois que le diagnostic a été posé, quelque part, c'est là où tu as pu passer à l'action. C'est ça. Et mener des recherches par toi-même. Ouais, exactement. Parce que le diagnostic, il a eu lieu le 27 septembre, si je me trompe pas. Et le premier rendez-vous, c'était autour du 20 décembre, le premier rendez-vous avec un naturopathe. Ouais, donc à peine 2 mois après. Ouais, c'est ça. Alors que ça faisait 5 ans depuis les premiers symptômes. Ouais, exactement. Donc j'ai rebondi très vite. Très vite aussi, je suis allée lire des choses sur la spondylarthrite et j'ai assez rapidement compris que du coup, dans le cadre de maladies auto-immunes, il était intéressant d'enlever le gluten, le lactose, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté en même temps le gluten et le lactose et ça m'a beaucoup aidé. Enfin, ça m'a vraiment soulagée, quoi. Au bout de quelques semaines, j'ai vraiment senti la différence. Donc rapidement, t'as senti une amélioration? Ouais, très très rapidement avec ça, juste avec ça. Donc c'était déjà une première approche. Et ça, on t'en avait pas du tout parlé. C'est ce que t'as trouvé dans tes recherches personnelles. Ouais, exactement. D'accord. J'étais pas encore allée voir un naturopathe. Et ensuite, quand je suis allée voir cette naturopathe, bon là, c'était un petit peu... Enfin, ses conseils étaient un peu plus poussés que du sans gluten et du sans lactose. Ce qui m'a permis déjà d'améliorer mon état de santé. Est-ce qu'il y a des pathologies comme ça dans ta famille déjà? Donc, suite au diagnostic, en discutant avec ma famille, avec mes parents, on est allé creuser un peu. Effectivement, on s'est aperçu que mon grand-père, du côté de ma mère, aurait eu une spondylarthrite ankylosante, mais ça a été un peu caché.
Donc c'est un espèce de secret de famille. D'accord. Voilà, il y a rien de sûr, mais de ce que j'en comprends, il faut forcément avoir le marqueur génétique. Pas forcément, mais ça fait partie des critères. Certaines personnes déclenchent une spondylarthrite sans le HLA-B27. Mais tu peux être porteur du gène sans que la maladie se déclare ? Oui. Ok. Oui, c'est une question d'hygiène de vie en fait. Tant que l'hygiène de vie est pas équilibrée, y a plus de risques de déclencher la maladie. D'accord, ok. Et de là, je me suis dit, je vais aller voir une naturopathe parce que en fait, je voulais vraiment comprendre la maladie plutôt que juste camoufler mes symptômes. Je voulais vraiment essayer d'aller un peu plus loin que ça, quoi. Ouais. Tu sentais qu'il fallait que tu creuses de toute façon. Ouais, je sentais ça, ouais. Je me suis vraiment dit à ce moment-là, et même au moment du diagnostic, je me suis dit, de toute façon, rien n'arrive par hasard. Donc essaye de faire quelque chose. C'est à toi t'as les cartes en main, c'est à toi de faire quelque chose. Je voulais pas juste prendre des médicaments parce que les médecins m'avaient dit qu'il fallait prendre des médicaments. Et donc arrive ce rendez-vous, et 6 mois après, je m'inscris au Sénato et je quitte mon boulot pour commencer une nouvelle formation, et voilà. Et dans un premier temps, je l'ai faite pour moi, cette formation, mais au fil du temps, on se dit pourquoi pas en faire un métier, quoi. Mais t'as eu cette prise de conscience là tout de suite, en fait, dès le diagnostic, tu t'es dit, tu t'es responsabilisée, tu t'es dit en fait c'est à moi de faire le nécessaire. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Ouais, tout de suite. Je me suis dit, je me suis pas effondrée, je me suis pas apitoyée sur mon sort, et je suis pas allée chercher non plus la solution de facilité. Je me suis vraiment dit, ok, t'as ça. Ça n'arrive pas par hasard. C'est toi qui l'a déclenché. J'étais un peu dure avec moi-même au début, mais au final, ça a porté ses fruits. Donc. Et alors, qu'est-ce que t'as mis en place concrètement aujourd'hui ? En quoi ta vie elle a changé par rapport à avant ? Sans expliquer les choses de manière chronologique, en gros, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, vu que j'ai compris les causes de la maladie, j'ai essayé de lutter contre ce qu'on appelle l'acidose du terrain en naturo. Donc j'ai arrêté de fumer, j'ai modifié mon alimentation. Je suis partie sur une alimentation non raffinée, avec le plus de complet possible, que ce soit dans des céréales complètes, on va dire, du frais le plus possible, du bio. Je mange vraiment ce qui me fait plaisir. J'ai arrêté de manger ce que j'avais pas envie de manger ou de me suralimenter. Donc t'as mis de la conscience aussi sur ton alimentation. Ouais, beaucoup de conscience, et aussi dans la mastication, vraiment prendre le temps de bien manger, de bien mastiquer. Donc tout ça, je l'ai mis en place assez rapidement. Ça a commencé comme ça au niveau alimentaire, et ensuite j'ai également intégré des compléments alimentaires en fonction des résultats de mes prises de sang, parce que je continue encore aujourd'hui à surveiller via des prises de sang classiques. Et en fonction de certaines carences, voilà, je peux rajouter du zinc, la vitamine D, la vitamine C. J'utilise aussi pas mal le curcuma, les oméga 3. Et donc ça, ces prises de sang, c'est fait en collaboration avec ton médecin ? Oui, voilà. C'est ça. Et donc ton médecin, il est informé que tu as un suivi naturopathique ? Oui, il est informé, il est assez ouvert, j'ai de la chance. Super. C'est un bel exemple de santé intégrative, justement. Ouais. Après, c'est moi qui l'ai choisi. Ouais, comment Parce que je savais qu'il était comme ça. Ah, tu savais, ouais. J'ai pas choisi par hasard. Comment tu l'as connu ? Je suis allée voir une pharmacie, tout simplement, et j'ai posé la question. Et ils m'ont donné une liste de médecins plutôt ouverts aux techniques naturelles. C'est bon à savoir. Et oui, voilà, et puis des exercices de respiration aussi, beaucoup. Voilà. Ok. Donc un gros changement au niveau alimentation, l'arrêt du tabac, et quand même l'intégration, tu disais, de respiration. Qu'est-ce que tu fais comme exercice ? J'ai commencé par de la cohérence cardiaque, un peu classique, et puis là, je suis plus sur du ujjayi, des respirations freinées, surtout le soir, ça m'aide beaucoup. Inspiré du yoga ? Ouais. Et tu fais ça tous les jours ?
Pas tous les jours, mais dès que j'en ressens le besoin. Je m'écoute, en fait, ça dépend vraiment. J'ai des journées où je vais me dire, allez, je me laisse tranquille, je fais rien, je pratique pas la naturo. Il y a des jours où je sens que j'en ai besoin et dans ce cas-là, je me fais soit une méditation, un exercice de respiration. Et puis il y a des jours où, au niveau alimentaire, je fais un écart parce que je trouve que c'est important et j'ai pas envie de tomber dans l'orthorexie ou la psychose alimentaire. Donc je me fais plaisir aussi, quoi. Ouais. Oui, puis quand tu fais un écart, tu sens pas forcément les répercussions tout de suite. Des fois oui, des fois non, donc je pense que c'est pas forcément lié à chaque fois, quoi. Est-ce que tu pratiques une activité physique aussi ? Est-ce que tu as mis en place quelque chose de cet ordre-là depuis le diagnostic ? Ouais, en fait, très vite après le diagnostic, j'ai fait des séances de kiné. J'ai fait beaucoup de kiné avec des praticiens différents. Et en fait, j'ai pioché dans les exercices qu'on m'avait proposés pendant ces séances pour me faire une sorte de rituel d'étirement que je fais soit le matin, soit le midi, soit le soir. Pas forcément tous les jours non plus. D'accord. Mais c'est pareil, quoi. J'essaie d'écouter mon corps et dès que je sens que je suis un peu rouillée, on va dire, je vais les pratiquer. Et ça m'arrive encore d'avoir des crises inflammatoires et dans ces cas-là, je me repose. Je mobilise pas mon corps, quoi. Et quand tu parles de crise inflammatoire, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ce sont des fortes douleurs aux articulations ? C'est des douleurs, oui, au niveau du bassin, pour moi, surtout, qui m'empêchent pas d'avoir une vie normale, quoi. Je veux dire, j'arrive à me déplacer. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, avant le diagnostic, j'avais mal tous les jours. Et je boitais tous les jours. Tout le temps, toute la journée. Tout le temps. Aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps, je sais pas, après un épisode un peu stressant, tu vois, une journée avec un événement particulier qui m'a demandé beaucoup d'efforts et tout, ça m'arrive d'avoir des petites douleurs le lendemain, mais ça m'empêche pas du tout de me déplacer, de vivre et de passer une bonne journée, quoi. Oui, il y a plus du tout la même emprise sur ta vie qu'auparavant, quoi. Plus du tout, ouais. Et c'est marrant parce que quand j'ai mal, aujourd'hui, j'ai appris à parler à mon symptôme, à ma douleur. Je lui ai donné un petit nom et tout. Donc, dès que la douleur revient, je lui parle, je lui dis, écoute, je l'ai appelée Madame Enquiquinante pour que ça résonne avec spondylarthrite ankylosante. Ouais. Et dès que je sens que je commence un peu à avoir mal, je lui dis, écoute, Madame Enquiquinante, c'est pas le moment, laisse-moi tranquille. J'ai compris ton message, mais maintenant tu peux partir. Et ça fonctionne, quoi. Super. Ouais, la force du mental, c'est ma psy qui m'a appris à faire ça et génial. Ouais, elle a été top. Je la remercie 1000 fois, quoi. Et justement, sans transition, tu as mis en place un suivi psychologique depuis l'annonce de la maladie ? Oui, au niveau de mon équilibre moral et émotionnel, j'ai fait pas mal de trucs. Donc j'ai mis en place beaucoup de choses. J'ai commencé par des séances d'hypnose intégrative parce que je voulais trouver quelque chose de rapide et j'étais pas prête, je pense, à rentrer dans les profondeurs de mon cerveau. Donc j'ai commencé par ça, ce qui m'a soulagé un temps. Mais ensuite, j'ai senti que j'avais besoin de creuser un peu plus. D'aller plus loin. Ouais, d'aller plus loin. Et de là, j'ai fait une thérapie avec une psychothérapeute pendant 1 an au cours de ma formation. Et ça m'a énormément aidée. Mais presque plus que l'alimentation, quoi. Très intéressant, ouais. Et là, je me suis dit, en fait, souvent, on repousse ce qui nous fait le plus peur. Et moi, ce qui me faisait peur, c'était d'aller creuser vraiment dans mon passé, dans mes émotions, tout ça. Et finalement, je me suis dit, ce qui nous fait le plus peur, c'est ce dont on a le plus besoin. Et j'ai vraiment ressenti à ce moment-là, ouais. Sans doute que t'étais pas prête avant. Ah non, j'étais pas prête du tout. Et qu'il a fallu cette étape-là de vie pour en arriver là, quoi. Ouais, exactement. Ensuite, j'ai fait en sorte de reminéraliser mon corps. Et aussi, surtout, de restaurer ma barrière intestinale parce que il y a beaucoup d'études qui montrent que les maladies auto-immunes, et notamment la spondylarthrite, seraient liées à une dysbiose intestinale et
perméabilité. Voilà, une hyperperméabilité intestinale. Donc de là, j'ai utilisé beaucoup les super aliments. Les jus de légumes, les jus d'herbes, l'ortie, les graines germées, les algues, le quinton aussi. Et sur l'alimentation, j'ai continué le régime type Seignalé. Je dis type parce que ça m'arrive quand même de faire des écarts. Ouais. Voilà. Alors le régime Seignalé, c'est un régime où il n'y a pas de céréales mutées, c'est-à-dire il y a une éviction de tout ce qui est blé, maïs, toutes les céréales raffinées, mais le riz, le sarrasin, ça c'est ok. Il y a une attention aussi qui est prêtée sur la cuisson, donc c'est cuisson à la vapeur douce exclusivement ou crue, pour éviter la formation de molécules de Maillard qui sont toxiques. Intégration des huiles de première pression à froide riches en oméga 3 et une éviction de tout ce qui est produits industriels et raffinés et éviction des produits d'origine animale, enfin des laits d'origine animale. Ouais, éviction du lactose. Il y a un livre à lire très intéressant qui s'appelle La troisième médecine, où là, toute l'explication est faite du régime avec à l'appui de nombreuses études. Et c'est un régime qui a fait ses preuves dans beaucoup de maladies, dont à l'origine il a été trouvé par le docteur Seignalé en 1983. Et c'était sur des patients qui étaient atteints de polyarthrite rhumatoïde. Et puis ensuite, il y a eu des études qui ont été faites sur d'autres patients. Beaucoup de maladies, mais ça peut aller de la maladie de Parkinson à la migraine. Et en fait, les patients qui adoptent cette alimentation voient vraiment une diminution de leurs symptômes, voire même une mise en sommeil de leur maladie, quoi. Pour continuer sur la reminéralisation du corps, j'ai aussi utilisé certains compléments alimentaires, notamment la L-glutamine, et puis des probiotiques, des prébiotiques. Je m'amusais à faire des petits bocaux de carottes lacto-fermentées. Ouais. Oui, donc j'ai un peu arrêté, mais c'est marrant, tu vois, à faire même en famille et tout, c'est sympa. Oui, t'as expérimenté beaucoup de choses. C'était l'occasion de faire des expérimentations. Exactement. Donc tout ça, c'est pour la sphère intestinale, pour refaire ton microbiote. Oui, c'est ça. Et aussi reminéraliser le corps. Alors, donc sur l'aspect émotionnel, j'ai aussi exploré le magnétisme. Je suis allée voir une magnétiseuse qui m'a raconté toute ma vie pendant 1 heure, alors que je ne la connaissais pas et qu'elle ne m'avait jamais vue. Incroyable. Ouais. Et elle s'est pas trompée. Elle s'est pas trompée, non. Non. Ouais. C'était assez fou. J'ai fait ça. J'ai utilisé beaucoup les fleurs de Bach. Ouais. Pour l'aspect un peu plus subtil, sans savoir trop si ça allait marcher, mais bon, j'ai senti quand même qu'il y avait une petite amélioration sur certains aspects émotionnels. Et après, c'était aussi pour moi faire attention au sommeil, parce que à l'époque, j'avais pas un sommeil hyper bon et réparateur, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi. Tu veux dire que tu souffrais d'insomnie ? Je souffrais pas d'insomnie, mais j'avais des difficultés à m'endormir. Ouais. Et je pense que c'était lié aussi aux douleurs le soir qui m'empêchaient un peu de m'endormir ou qui me réveillaient entre 3h et 4h du matin. Donc rien que le fait d'avoir diminué les douleurs, ça m'a permis de travailler sur mon sommeil et de récupérer comme ça progressivement. Ouais, moi je suis convaincue que le sommeil, il faut vraiment y prêter une attention particulière parce que pour moi c'est le lit de la maladie. Si tu dors mal, c'est pas possible, il y a rien qui va. Ouais, c'est ça. Donc là, ça a été des petits rituels pour passer plus rapidement en parasympathique, comme on dit en naturopathie. C'est-à-dire en mode détendu, relaxé. Exactement. Et du coup, j'utilisais et j'utilise encore aujourd'hui de la méditation guidée sur YouTube, tout simplement. Il y a plein de vidéos hyper chouettes à écouter le soir, de la respiration, voilà, de la détente globalement, quoi. Des petites tisanes, des petites choses comme ça. En fait, ton parcours, t'as été vraiment chercher à droite, à gauche, tout ce que tu pouvais faire et tu as testé sans a priori. Ouais, j'ai vraiment beaucoup expérimenté pendant 2 ans, surtout dans le cadre de la formation. Ouais. Aussi parce qu'on nous demande de le faire au maximum. Et puis, quelque part, je pense que j'étais un peu pressée de m'en sortir, quoi, de trouver des solutions
Oui, moi, c'est mon caractère, je suis comme ça, quoi. Tu voulais des résultats. Je voulais des résultats très rapides et vérifier si ce que tu mettais en place fonctionnait, quoi. Ouais. Et alors, conclusion, qu'est-ce que tu dirais ? Tout va bien. Ouais, aujourd'hui, tout va bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir récupéré mon corps. À l'époque, j'avais l'impression d'être enfermée dans un corps qui n'était pas le mien. Et là, j'ai l'impression d'être dans mon corps. Donc, je suis plus à l'écoute. J'ai repris possession, j'ai repris pouvoir. On parle souvent de souveraineté de santé. Là, c'est exactement ça, quoi. Tu as revu ta rhumatologue qui t'avait fait le diagnostic ? Oui, c'est marrant parce que je l'ai revu après avoir testé les anti-inflammatoires que j'ai arrêté. Quand j'ai fait justement le test sans gluten, sans lactose, quelques mois après, je retourne la voir. Et donc, avec mes résultats positifs, donc j'avais plus de marqueurs inflammatoires sur ma prise de sang. Et donc, je reviens avec ça. Et elle me dit, c'est bien, les médicaments fonctionnent et tout. Je lui dis, non, en fait, je les prends pas, les médicaments. Voilà. Et elle m'a dit, non, mais... Enfin, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais en gros, elle m'a conseillé quand même de prendre mes médicaments et de faire attention, de les prendre régulièrement, chose que je n'ai pas du tout fait, quoi. Bon. Mais après, je conseille à personne de ne pas... on n'incite pas à ne pas prendre les médicaments, mais voilà, pas du tout on est dans un état d'esprit où on reprend son propre pouvoir sur ce qu'on ressent. Et on va considérer que, en tout cas moi je considère que, à part le malade, le malade est le meilleur maître à bord pour savoir ce qu'il a, ce qu'il ressent. Et finalement, que ce soit les praticiens de santé ou les médecins, ils doivent être au service de ce que dit le malade et ce qu'il ressent. Exactement. Mais aujourd'hui, tu as un suivi médical toujours, mais juste tu as changé de médecin. J'ai plus de rhumatologue. Enfin, je vais plus voir de rhumatologue. Je pense que c'est parce que ça m'angoisse plus qu'autre chose. Ça m'aide pas trop, en fait. Les rendez-vous, ils sont toujours hyper rapides. Ça m'apporte pas grand-chose, finalement. Donc, je continue à avoir un suivi via mon médecin traitant. Finalement, si tu avais une technique à mettre en avant qui t'a fait le plus de bien dans ton cas, dans ta situation, ça serait laquelle ? L'écoute. L'écoute de soi, l'écoute du corps. Voilà, je pense que c'est ça aussi la clé de l'équilibre. C'est vraiment de s'écouter. Quand on a besoin de respirer, on respire. Quand on a besoin de bouger, on bouge. Pour moi, ça a été pour moi une des grandes clés. Et après, je pense que la deuxième clé, ça a été aussi le fait d'avoir commencé à faire le jeûne du Ramadan. J'ai commencé à faire ce jeûne-là il y a 4 ans. Et j'ai senti vraiment que progressivement, je reprenais de l'énergie grâce à ça. Ça m'a appris, je pense, à mieux maîtriser mon corps, mes émotions aussi. Ça sert à ça aussi le jeûne. Donc, tu ressors du jeûne avec une plus grande maîtrise de toi-même. Ouais. Oui, puis ça t'a guidé vers le fait de t'écouter. Ouais, exactement. Et j'ai senti aussi un vrai nettoyage, surtout la première année, où j'étais tous les soirs pratiquement, j'étais en transpiration, j'étais en eau, quoi, en nage dans mes vêtements, et je me réveillais la nuit parce que j'étais trempée, et j'étais obligée de changer de vêtements pour me rendormir. Et je pense que mon corps à ce moment-là avait vraiment besoin d'évacuer des toxines accumulées depuis des années, quoi. D'accord. C'est une belle expérience à partager, en tout cas. Tout à l'heure, on parlait d'une des clés qui était l'écoute, écouter les signaux de son corps. Je pense que c'est vraiment une base fondamentale. Ouais, une base fondamentale pour retrouver de l'énergie. Et je pense aussi qu'il faut vraiment expérimenter un maximum de choses. Après, sachant qu'il y a des choses qui conviennent à certains et pas à d'autres. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant de se faire accompagner par un naturopathe, parce que lui va vraiment réussir à cibler les besoins précis et réussir à individualiser ce qu'on appelle le programme d'hygiène vitale, donc tous les petits conseils avec lesquels on repart d'une séance de naturopathie. Oui, parce que bien sûr, ce qui vaut pour l'un, là, ce que tu nous décris pour toi, ça a fonctionné, mais c'est à individualiser.
en fonction de la personne et notamment de son histoire. Exactement. Tu évoquais aussi beaucoup tout à l'heure par la psychothérapie que tu as pu faire, le fait de être à l'écoute de ton corps. Qu'est-ce que la maladie, en fait, elle est venue te dire? Tu sais, il y a toujours le langage des oiseaux qui vient dire que le mal a dit. Est-ce que tu as aujourd'hui réussi à faire sens sur ce que la maladie est venue te dire à ce moment-là de ta vie? Je pense que à ce moment-là, la maladie m'envoyait un message fort, et ce message, c'était peut-être que tu ne prends pas le bon chemin. Pour moi, je l'ai pris comme ça. Ouais. C'est ce que tu dirais aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, tu as rectifié ton parcours. J'ai rectifié mon parcours personnel et professionnel, et aujourd'hui, tout va bien, quoi. C'est génial. Ouais. C'est un super partage. Franchement, je trouve ça très, très intéressant et très inspirant. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager, que ce soit des livres, des lectures qui ont changé un peu un blog, des sites internet, enfin des indications pour des personnes qui souffriraient de la même pathologie? Je pense que chacun doit faire son chemin, entre guillemets, à travers ses propres lectures sur le sujet de la spondylarthrite ankylosante. Donc j'ai du mal à conseiller vraiment des livres ou des blogs spécifiques à ce sujet-là. Moi-même, j'ai lu très peu de choses là-dessus, à part au début simplement pour essayer de comprendre un peu la définition de la maladie, mais je suis pas vraiment rentrée dans le détail de scientifiquement la définition scientifique de cette maladie, etc. Donc parce que je pense que ça m'angoissait plus qu'autre chose. Je reboucle avec le fait que tu disais d'aller voir le rhumato, ça t'angoisse, quoi. Finalement, tu sentais que c'est pas ce vers quoi t'étais appelée. Ouais, c'est pas ce que je voulais entendre et c'est pas ce que je voulais lire. Vraiment. Et c'est pas sûrement probablement ce dont t'avais besoin. Exactement. Mais par contre, en prenant conscience que souvent les crises arrivaient après un événement stressant, là j'ai commencé à m'intéresser au lien entre nos symptômes, nos douleurs et nos émotions. J'ai commencé à m'intéresser à des auteurs comme Jacques Martel. Qui a écrit le grand dictionnaire des maladies, je crois. Oui, c'est ça, ouais, qui est très bien. Il y a aussi Michel Odoul qui écrit beaucoup là-dessus. Même Louise Hay, tu sais, H-A-Y, qui a beaucoup bossé sur les pensées positives. D'accord. Qui a fait des livres là-dessus. Et puis Daniel Kieffer, évidemment. Fondateur du Sénato. Fondateur du Sénato, qui a écrit un livre qui parle justement du lien entre nos mots et nos émotions, et donc les causes profondes un peu cachées de nos maladies. Voilà. Et du coup, j'aimerais vous lire quelques phrases qui m'ont moi beaucoup aidée, d'un livre du docteur Olivier Soulier, qui est intitulé Histoire de vie, message du corps, et où il parle du sens caché des maladies, de plein de maladies, et notamment de la spondylarthrite ankylosante. Et moi, je trouve ça assez troublant, parce qu'on peut vraiment se reconnaître dans ce qu'il écrit. Conflit biologique d'avoir à porter un fardeau toute sa vie, ou quelque chose assimilé à un fardeau, se battre pour aider les autres. Je suis le pilier de soutien de ma famille et je porte tout sur le dos. Je n'y arrive pas, ou j'ai peur de ne pas y arriver. On m'a mis sur le dos quelque chose que je ne peux plus supporter. Se raidir et s'en sortir seul. Ces personnes ont souvent vécu dans leur enfance une sensation de pauvreté affective et de fragilité. Cette pauvreté n'est pas toujours consciente. Au départ, leur maladie en est souvent le seul témoignage, avant qu'un travail d'attention à elles-mêmes leur fasse prendre conscience. Leur solution a été de trop se conformer et de se mouler sur la demande de l'autre, mais dans le même temps, cela a entraîné chez eux un sentiment de fragilité extrême. Je suis trop souple pour m'adapter, mais me sentant trop faible, je me rigidifie pour survivre. Se tendre au maximum, en espérant ainsi éviter leurs difficultés dans une apparente invulnérabilité. Contradiction interne majeure qui en fait une maladie type auto-immune. Qu'est-ce qui bloque mon mouvement ? Comment vais-je pouvoir le retrouver ? Je trouvais ça intéressant parce que du coup, je trouve que ça montre que notre corps, il nous parle
que là, dans le cas de la spondylarthrite ankylosante, on peut se dire que chaque articulation est comme un alphabet. Enfin, l'interprétation qu'on peut avoir d'une douleur à la colonne, au bassin, au niveau des côtes, ne va pas être la même. En tout cas, pour Olivier Soulier, c'est comme ça qu'il voit les choses et c'est hyper intéressant. Je pense que nos maladies racontent notre histoire et je pense aussi que si on est capable de se créer nos maladies, on est aussi capable de s'en défaire. Ouais. Bah, c'est un beau message d'espoir en tout cas. On termine sur une belle note positive et je mettrai bien sûr les références de l'ouvrage dans les notes de l'épisode. Bon alors dans cet épisode on a parlé de ton parcours personnel, mais tu es maintenant naturopathe, diplômée du Sénato. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite prendre un rendez-vous avec toi, si on veut travailler avec toi? Alors vous pouvez aller directement sur mon site internet en tapant naturoprathe.com et là il y a vraiment toutes les informations. Et sur Instagram aussi, avec le même nom, naturoprathe. Puisque tu t'appelles Camille Pratt. Est-ce que tu proposes des accompagnements spécifiques? Je peux aborder, je peux accompagner sur n'importe quel sujet de santé, de bien-être, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi apporter la petite touche naturo dans le cadre du jeûne du Ramadan. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et ça fonctionne très bien. Donc, je peux accompagner là-dessus. D'ailleurs, j'ai une enquête qui est en cours, qu'on peut voir sur mon Instagram. D'accord. C'est une enquête, en fait, qui me permet de récolter des informations pour avoir une idée du comportement des pratiquants du jeûne et pour, à la suite de ça, pouvoir proposer des conseils issus de la naturopathie et qui répond aux besoins spécifiques des jeûneurs. Voilà. D'accord, super. Oui. Quelque chose que tu as tiré de ta propre expérience, quoi. Ouais, et j'ai écrit mon petit mémoire de fin d'études dessus, donc... Eh ben, un grand merci pour ta participation, pour ta présence et pour tous tes partages qui sont vraiment super riches et très inspirants. Bah, merci à toi. Avec joie. Et puis, moi, je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt! Merci pour votre écoute. Pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Les Lois Naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt!